En quelle année es-tu? Si cette question avait encore du sens avant 2014, elle n'en a plus depuis l'entrée en vigueur du décret paysage il y a 5 ans. Ce décret a profondément changé le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Fini la logique d'année d'études, place à celle des crédits à obtenir. Si ce décret permet aux étudiants d'avoir plus d'autonomie dans leur parcours d'études, il engendre des effets pervers. Allongement du temps des études, surcharge de travail, casse-tête logistique ou encore incohérence pédagogique. Ce système fait sa maladie de jeunesse. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur a promis de le réformer. Il y a des étudiants qui ont parfois des cours dans les 3 années et donc ça devient vraiment un casse-tête pour caser les examens. On se dit qu'on avance, qu'on est en 3e, mais en fait réellement non, on n'est pas en 3e, on a encore d'autres cours, donc je pense qu'il y a des choses à revoir évidemment. Ils se retrouvent dans des années où ils ont finalement pas tout à fait les compétences pour pouvoir suivre certains cours et donc ça devient absurde. Et puis on aura un déphasage lié à la différence de marge. 2014, un nouveau système entre en vigueur dans l'enseignement supérieur. Il est instauré par le décret paysage, un décret que l'on appelle aussi Marcourt, du nom du ministre de l'époque en charge de ce portefeuille. La grosse révolution de ce décret, c'est qu'il n'organise plus le cursus en année d'études, mais en bloc d'études. Chaque bloc vaut 60 crédits. Avant d'aller plus loin, une petite pause pédagogique s'impose, une pause proposée par Mathieu Minet, conseiller pédagogique à l'UNAMUR. Il a réalisé des capsules, histoire de chasser le brouillard d'incompréhension autour de ce système complexe. Si vous avez une minute, je vais vous expliquer la notion de crédit que vous rencontrerez constamment pendant vos études. Imaginons que vous souhaitiez vous inscrire à un bachelier en chevalerie. En lisant le programme, vous constaterez qu'à chaque cours, on parle désormais d'unité d'enseignement ou UE, est associé un nombre de crédits. Tel UE vaut 3 crédits, tel autre 5, etc. Et l'étudiant qui a obtenu 60 crédits passera au bloc supérieur, bien sûr, mais un camarade qui a obtenu au moins 45 crédits pourra le faire également. Poursuivre au bloc suivant, mais... Un étudiant qui a réussi 45 crédits lors de ce qu'on appelle son bloc 1 peut être passé en bloc 2, donc c'est plus des années, c'est des blocs, mais en fait il a toujours 15 crédits qui lui restent de son premier bloc et donc il a la sensation d'avoir réussi, mais dans les faits il n'a pas réussi. Et c'est là un des effets pervers du décret paysage. Les étudiants peuvent passer à un bloc supérieur, mais avec des casseroles qu'ils traînent derrière eux. Entendez des matières non réussies, ces crédits résiduels, ils devront encore les traîner dans leur parcours d'études. Une discrimination, définition de la discrimination, c'est à partir du moment où une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre dans une situation comparable. Des casseroles, Éléonore entraîne derrière elle. Cette étudiante en communication est en bloc 3, alors qu'elle n'a pas réussi les cours de néerlandais des 2 blocs précédents. Pour elle, dat is niet gemakkelijk. Vous traînez des casseroles, comme on dit. En quoi cela vous handicape? C'est embêtant au niveau des examens. Donc, par exemple, parfois on peut se retrouver avec un examen de néerlandais 1 et néerlandais 2 peut-être le lendemain, plus tous les autres cours de 3e. Donc ça, c'est vrai que la surcharge de travail... Voilà, c'est compliqué de s'organiser. Donc après, on a aussi les soucis d'horaire. Donc, par exemple, au 2e quadrimestre, j'aurai un stage à faire. Donc, je vais à Citadel ici à Namur. Mais on est obligé de suivre le cours de néerlandais 1 car on a des points de présence, donc 10%. Donc ça va m'handicaper forcément. Le professeur m'a dit qu'il n'avait pas le choix de me les enlever. Évidemment, ce n'est pas à lui de choisir. Donc ça, c'est un réel problème aussi. En dépit du caractère choquant, voire blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans. Des étudiants comme Éléonore, Bénédicte Rocher, qui est conseillère académique, en connaît à l'appel. À force de traîner des casseroles, la pression due à la charge de travail devient souvent trop forte. Si un étudiant réussit 45 crédits, ça veut dire qu'il met en fait dans son sac à dos 15 crédits. Et 15 crédits, c'est à peu près 4 ou 5 cours qu'il met en plus dans son sac à dos. Donc ça ferait vraiment des années d'études, des années académiques qui peuvent être très lourdes et très épuisantes aussi pour un étudiant parce qu'au final, eh bien, il se rend compte qu'il ne va jamais y arriver. Oui, c'est relativement unique comme sujet.
Maintenant, essayez peut-être d'envisager des comparaisons aussi. Le système permet même aux étudiants qui portent encore des casseroles à la fin de leur bachelier d'entamer leur master. Autant dire qu'ils doivent avoir les reins solides pour ne pas craquer à un moment donné. Un étudiant qui a réussi un certain nombre de crédits de son bachelier, donc à qui il ne manque plus que 30 crédits, donc 150 crédits de son bachelier, peut passer en master. Et donc il reste parfois avec des crédits de sa toute première année à l'université qu'il n'a toujours pas réussi, mais le problème c'est qu'il ne peut pas finir son master. Il lui est interdit d'être diplômé de master tant qu'il n'est pas diplômé de bachelier. Et donc des étudiants se retrouvent parfois en toute dernière année avec juste leur mémoire à présenter et encore des crédits qui datent de leur première année à l'université. En fait, il faut changer... Alors là, ici, mettons en mode référence. Cette souplesse dans le parcours des étudiants peut parfois poser question en termes d'efficacité pédagogique. Même le professeur de langues anciennes en perdrait son latin. En fait, le problème qu'on a en tant que professeur, en tant qu'équipe pédagogique, c'est qu'on se retrouve face à des corps d'étudiants qui sont plus du tout homogènes. On a face à soi des étudiants dont on ne sait pas ce qu'ils ont eu comme cours déjà, ce qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils ne les ont pas réussi ou parce qu'ils n'ont pas été autorisés à les prendre à cause de prérequis. Et donc, on parle à des auditoires tellement variés qu'il est vraiment difficile d'avoir un discours qui correspond à ce que chacun de ces étudiants a obtenu déjà comme compétences, comme connaissances. Illustration de cette aberration avec Éléonore. Vous n'êtes pas trop largué en néerlandais parce que vous n'avez pas encore réussi vos examens des 2 premières années? Si, c'est pas facile. Par exemple, en néerlandais 3, on doit faire des présentations orales alors que je ne sais même pas aligner une phrase en néerlandais, on va se le dire. Donc, c'est pas toujours facile de concilier, par exemple, des règles de grammaire avec des présentations orales devant tout le monde. Voilà. Tu mets les fenêtres références. Non. Surtout, il n'y a pas toutes les infos. Le décret paysage est un véritable casse-tête au niveau organisationnel. Avoir des étudiants qui ont des cours à la fois en bloc 1, bloc 2 et bloc 3 crée des incompatibilités à plusieurs niveaux. Ça devient un vrai casse-tête pour l'organisation des horaires de cours, mais aussi horaires d'examen, puisqu'on a des étudiants qui, en effet, suivent des cours en première, en deuxième ou en troisième, et ces cours ne peuvent pas se chevaucher, ces examens ne peuvent pas non plus se chevaucher. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu, et donc il arrive que, malheureusement, des étudiants ont 2, voire 3 examens qui sont placés la même journée, parce que ils ont des cours un peu partout. Moi, ça arrive régulièrement qu'un étudiant me dise « je pars à la pause parce que j'ai un autre cours qui est en conflit avec votre cours ». Et donc, ça veut dire que finalement, pédagogiquement, c'est non seulement un problème logistique, mais c'est pas comme ça que nous, on conçoit la pédagogie et l'accompagnement de l'étudiant. On voit bien que la question sexuelle, donc le genre sexuel est discriminatoire. Je veux à tout prix une secrétaire et pas un secrétaire. Un problème logistique qui sera encore accentué l'année prochaine pour Éléonore. Elle commencera son master dans une autre ville. Problème, elle devra encore suivre ses crédits résiduels à Namur. Les masters en communication à Namur sont très restreints. Je suis obligée d'aller à Louvain-la-Neuve ou bien à Bruxelles. Donc c'est compliqué de revenir par exemple toutes les semaines pour suivre le cours de néerlandais 1, néerlandais 2. Je pense qu'on aura d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Donc déjà on sera pénalisé on enlèvera des points. Dans ce contexte-là, retenez que ne constitue pas une discrimination religieuse le fait de dire que la religion du voisin n'est pas agréable. Vous avez des casseroles encore des années précédentes. Ces casseroles, on a tendance à l'oublier et se concentrer sur les cours de l'année en cours? En général, oui, à part dans mon cas en néerlandais, parce que ça, on a des travaux, on a des tests, et du coup, ça, on ne peut pas l'oublier. En fait, ça reste constamment en tête. Mais par exemple, l'année dernière, j'avais un cours d'économie de première encore, et ça, c'est vrai que j'avais tendance à l'oublier parce qu'on n'a pas de piqûre de rappel, entre guillemets, et ça, c'était dur à gérer aussi. On dit piqûre en néerlandais? Je ne sais même pas. Au début, notre cerveau passe d'abord par un stade 3 vésicules, avant d'arriver au stade final 5 vésicules. Souvenez-vous, lorsque vous étiez étudiant, vous aviez peut-être dû replonger en seconde cesse dans le syllabus d'une matière ratée en première session. Un plongeon douloureux pour la mémoire. Imaginez la douleur subie pour ceux qui, dans le système actuel, doivent replonger dans un cours qu'ils ont suivi parfois 2 voire 3 années auparavant.
Au fur et à mesure qu'on avance dans ses études, on n'a plus forcément l'envie de revenir vers des cours de base. Or, ces cours de base sont quand même essentiels. S'ils sont là, c'est pour préparer l'étudiant à être plus compétent pour appréhender les cours qui suivent. Et donc, il néglige de plus en plus les cours les plus lointains dans son cursus pour finalement se retrouver à ne même plus se rappeler de quoi il s'agit. Et à l'arrière, vous voyez que ce canal reste en communication en fait avec l'Archentéron. L'un des objectifs du décret paysage était de diminuer la durée des études en ne freinant pas les étudiants en chemin. Comment ? En permettant, par exemple, à ceux qui ont validé au moins 45 crédits sur 60 de reporter des cours à l'année suivante. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on assiste à l'effet inverse. Seuls 23% des étudiants qui sont dans ce cas de figure terminent leurs études dans les temps. Cet allongement de la durée des études n'est pas sans conséquence au niveau social. Je pense que c'est la FEF elle-même qui le dit. Il y a eu une aggravation du phénomène de précarisation des étudiants parce qu'ils sont plus longtemps aux études et donc parfois leurs parents ne savent pas très bien s'ils sont sur une trajectoire de réussite ou d'échec et choisissent de se désolidariser de leur enfant qui se tourne vers le CPAS et donc on a vu un triplement des demandes étudiantes au CPAS sur les 10 dernières années. Donc oui, c'est objectivé et bien sûr ça a un coût aussi pour les deniers publics. Romain, qui se destine à devenir avocat, fait partie de ces étudiants qui allongeront au final leurs années à l'université. Il passera plus de temps que prévu pour décrocher son bachelier en droit. Du coup, ici, je vais faire en 4 ans au lieu de 3. J'ai pas mal d'amis qui aussi ont réussi leur première année avec entre 45 et 60 crédits. Et au final, ils doivent passer une 4e année avec les cours à casserole entre bloc 1, bloc 2 et bloc 3. On dit qu'on passe dans l'année supplémentaire, mais je pense que... En conclusion, on se finit quand même souvent avec une année supplémentaire. On fait un bachelier en 4 ans ou 5 pour certains, qu'en bachelier en 3 ans. Mais attention, à force de trop encombrer son chemin, on risque de ne pas pouvoir arriver au bout, faute d'être finançable. Qu'est-ce que cela veut dire ? Explication avec notre étudiant Pixel qui suit son bachelier en chevalerie. Comme il est moins question de réussir ou rater son année que d'accumuler un certain nombre de crédits, on voit des étudiants remettre certaines évaluations à une année ultérieure. 2 conséquences possibles à cela. Se retrouver à un moment de son parcours face à un embouteillage d'unités et donc d'examens, de travaux, etc. Si des crédits sont accumulés trop lentement par un étudiant, la Fédération Wallonie-Bruxelles peut cesser de financer ses études. Les règles de finançabilité des étudiants sont extrêmement complexes et reposent sur de nombreux paramètres qu'il serait trop long d'expliquer ici. Au bout d'un certain temps, si l'étudiant n'a pas acquis suffisamment de crédits, se pose la question de sa finançabilité. Et c'est-à-dire la question de l'accès aux études supérieures. Et donc, on est face à des étudiants qui, parfois, ont commencé une première année en droit, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas et qu'ils ont envie de se réorientent vers des cours d'histoire, mais là non plus, ça ne fonctionne pas, mais ils s'en rendent compte que 4 ou 5 ans plus tard, et en fait, ils n'ont pas acquis le nombre de crédits nécessaires pour être finançables, et donc, ces étudiants, en fait, se retrouvent du jour au lendemain sans la possibilité de se réinscrire à l'université, ni même dans des hautes écoles. La situation est vraiment dramatique. Ils n'ont plus de possibilité de faire des études supérieures à ce moment-là. Donc ils doivent attendre un délai, je pense que c'est un délai de 5 ans, avant de pouvoir éventuellement se réinscrire dans des études. Mais pendant ce temps-là, ils doivent aller travailler, tout simplement. Bénédicte Rochet soulève un autre aspect important. Avant le décret paysage, les étudiants recevaient des signaux qui leur disaient « Stop, changez d'études ». L'un de ces signaux était, par exemple, le fait de ne pas réussir son année. Ce signal n'existe plus aujourd'hui, ce qui n'est pas sans conséquence sur le devenir des étudiants. On se rend compte que les étudiants se posent la question de leur orientation beaucoup plus tard. Est-ce que finalement je suis à la bonne place? Est-ce que ces études sont faites pour moi? Avant, on se posait cette question à la fin de la première année en se disant voilà, j'ai tout raté, est-ce que je suis à la bonne place? Ici, le fait qu'on a acquis une série de crédits, qu'on peut accéder à l'année suivante, cette question du choix de l'orientation est reportée beaucoup plus tard. On va avoir beaucoup
problème, on va éviter en fait les réflexions. On a vu beaucoup d'effets négatifs du décret paysage, mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, rétorquent certains acteurs académiques, car ce décret a quand même accouché de bonnes choses. Pour les étudiants en difficulté, on n'a pas cette règle stricte, tu as raté en première, maintenant c'est fini. Et donc ça permet à des étudiants qui ont parfois besoin d'un peu plus de temps, de réflexion, que le déclic se fasse, bien déjà d'accéder en deuxième année, déjà d'avoir voilà, des cours de deuxième, même s'ils ont certaines difficultés qui restent. Cela permet aussi aux étudiants qui, par exemple, ont échoué pour 2 cours à peine, de pouvoir passer à l'année supérieure, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Et donc ça, c'est un des points positifs. C'est en effet, avant, on avait des étudiants qui devaient recommencer, on disait bisser leur année, recommencer pour 1 ou 2 cours qui étaient ratés. Et donc, ils avaient vraiment le sentiment de perdre leur temps à devoir refaire une année d'études qu'ils avaient déjà passée et pour lequel ils devaient repasser plusieurs cours en fonction de leurs résultats. Éteins carrément ton projet. Réformer le décret paysage est en tout cas une nécessité, scandent les acteurs académiques namurois. Ne faudrait-il pas, par exemple, rehausser le seuil de crédit à obtenir pour pouvoir passer à l'étage supérieur? C'est en tout cas l'une des pistes avancées par certains, une piste parmi d'autres. L'autre proposition qui serait intéressante, c'est de voir combien de temps on peut remplir son sac à dos et les crédits qu'on appelle les crédits résiduels, les cours qu'on n'a pas passés, on peut en fait les repasser ad vitam aeternam et donc on pourrait établir un nombre d'années, de dire voilà, les crédits résiduels doivent être passés dans les 2 ans ou dans l'année suivante, ils doivent être acquis. C'est une des pistes en effet qui est sur la table, donc l'idée c'est que l'étudiant sache plus rapidement s'il est sur une trajectoire de réussite ou s'il est sur une trajectoire d'échec. Un problème aussi, c'est que les étudiants sont amenés parfois à passer plusieurs fois des examens. Oui, c'est ça. Ils peuvent passer un grand nombre de fois leur examen et donc ça conduit à un problème vraiment de l'ordre du casse-tête administratif pour les professeurs et pour les universités et les hautes écoles puisqu'elles doivent faire des programmes à la carte individualisés avec une surcharge administrative très importante. Il existe d'autres systèmes dans les pays limitrophes. Pourquoi pas s'inspirer, par exemple, du système hollandais? Il y a des pays qui ont avancé beaucoup plus que nous en matière de système d'accumulation de crédit. Par exemple, en Hollande, on retrouve pas mal d'universités qui fonctionnent sur un système de 6 semaines de cours, 1 semaine d'examen, 6 semaines de cours, 1 semaine d'examen, des vraies vacances de Noël et on recommence. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, mais là au moins ils sont allés jusqu'au bout du système. Éléonore, à défaut d'être parfaite bilingue, pourra-t-elle profiter de ce système hollandais lorsqu'elle sera en master, par exemple? Pas sûr, d'autant que le modèle batave est loin d'être parfait. Les inconvénients, c'est qu'on se rend compte que les étudiants sont sans cesse sous stress parce que les examens viennent très très régulièrement, mais en même temps, les choses sont claires. On passe de bloc d'enseignement à bloc d'enseignement, on a réussi, on avance et on peut éventuellement récupérer les examens qu'on n'a pas réussi parce qu'ils sont réédités, les cours sont répliqués plusieurs fois. Donc, mais là, ça demande de nouveau beaucoup de moyens et d'encadrement aussi par rapport à cette forme d'enseignement. D'autres systèmes sont un peu celui qu'on connaissait précédemment sous Bologne, l'ancien décret, qui sont des systèmes par année. Et c'est plus dans notre culture, il est vrai, qu'une culture anglo-saxonne de type accumulation de crédit. Quel paysage demain pour notre enseignement supérieur? Une certitude, la nouvelle ministre en charge de cette matière ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle veut s'attaquer aux maladies de jeunesse du décret qui n'a que 5 ans. Pas question donc pour Valérie Glatini d'abroger le décret paysage. Non, il s'agit simplement de l'amender, de corriger certains effets pervers avec des effets constatés sur le terrain, avec évidemment un travail avec les acteurs de terrain et nous allons tout faire avec eux et non pas contre eux. Alors, au niveau du calendrier, quand est-ce qu'on pourrait prévoir cette réforme du décret paysage? Alors l'évaluation, elle est en cours, on a les pistes de travail, plusieurs personnes sont déjà attelées à la tâche et nous travaillons avec l'horizon de la rentrée académique 2021-2022. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur va-t-elle obtenir, via sa réforme, assez de crédit auprès du monde universitaire, une communauté qui attend avec impatience un autre paysage?